Je fais souvent le même rêve. Presque chaque nuit, je rêve d'être un youtubeur aux millions d'abonnés, adulé de tous, où chacune de mes vidéos superbement réalisées fait des millions de vues. Je suis devenu un exemple pour mes pairs, je suis fier de faire connaître la culture de la science-fiction. Et je suis l'invité d'honneur de conventions où je suis entouré de groupies magnifiques qui... Et je me réveille, ayant l'impression qu'il ne s'agit pas que d'un rêve. Et pourtant. Mais assez parlé de mes rêves. Il est temps de parler du sujet de cette vidéo, c'est-à-dire du film Total Recall, et je vous rassure, je vais bien parler du film de 1990 réalisé par El Maestro Paul Verhoeven. Au contraire des deux derniers films dont j'ai parlé sur cette chaîne, j'ai vu Total Recall au cinéma à l'époque de sa sortie. La science-fiction était déjà mon genre préféré. J'habitais un coin paumé de campagne, bon ce n'était pas Tatooine, n'exagérons pas quand même, mais le petit cinéma à proximité ne passait qu'un film par semaine. Je surveillais donc attentivement la programmation, dans l'espoir de pouvoir voir ceux qui m'intéressaient. J'ai vraiment beaucoup aimé le film, c'était la période du règne de Schwarzenegger sur le box-office. Terminator 2 sortira l'année suivante. Et Total Recall est certainement un des films où il est le mieux dirigé. Il est très convaincant dans son rôle de Douglas Quaid, même si bien sûr il possède des limites dans l'acting qui empêchent d'utiliser certaines options dans les émotions. Mais Paul Verhoeven a su étalonner son film par rapport à ses limites, et ça ne se ressent pas plus que cela, sachant très bien jouer du charisme de l'acteur autrichien. Bien sûr, ce film ne serait rien sans un scénario de grande qualité, et une mise en scène de Paul Verhoeven à la hauteur de son précédent travail sur Robocop. Il a toujours cette réalisation plutôt épurée mais très efficace, sachant à quoi servent chaque élément de sa mise en scène. Alors pour être franc, j'ai tendance à mettre Robocop au-dessus pour une question de cohérence générale mieux maîtrisée. Mais aussi parce qu'un acteur comme Peter Weller a permis justement de jouer sur des strates plus émotionnelles. Et peut-être est-ce là où Total Recall peut pêcher un peu. Mais bon, ne chipotons pas, il n'y a pas de défaut flagrant entachant la qualité du film, qui est très maîtrisé dans l'ensemble. Total Recall fut donc produit par la société Carolco et réalisé par Paul Verhoeven, réalisateur néerlandais venu continuer sa carrière aux USA, et repartira après quelques films qui auront un peu trop perturbé les Américains, on va dire. Mais ce n'est pas le sujet ici. J'y reviendrai plus précisément lorsque je parlerai de Starship Troopers, car ce film marque un pivot dans la carrière de Paul Verhoeven, justement en grande partie par la manière dont il fut perçu. Et surtout mal perçu, enfin par les Américains en tout cas. Mais revenons à Total Recall. Sorti au cinéma en 1990, c'est un projet datant des années 70. Donc on peut dire qu'il a pris son temps pour se concrétiser. Le premier scénario a été écrit par Ronald Shusett et Dan O'Bannon. Vous savez, le Dan O'Bannon qui a travaillé avec John Carpenter sur son premier film Dark Star, qui devait s'occuper des effets spéciaux du Dune de Jodorowsky, qui est à l'origine du scénario d'Alien, et qui a aussi écrit The Long Tomorrow, une petite BD dessinée par l'ultra talentissime français Moebius, et qui a influencé pas mal de monde. Bon, Dan O'Bannon, on en reparlera en d'autres occasions, vous vous en doutez bien. Quant à Ronald Shusett, son nom est je pense moins connu, mais il développa Alien avec Dan O'Bannon, et sera producteur sur le film. On le retrouvera d'ailleurs beaucoup plus tard comme producteur sur Minority Report, comme quoi tout est lié. Ainsi, sur 2 décennies, le projet s'est pas mal baladé parmi les producteurs, et dans les années 80, David Cronenberg fut même intéressé par le projet. Mais Ronald Shusett n'aimait pas la direction que voulait prendre Cronenberg, et le projet en resta là. Alors j'en vois beaucoup parmi vous avoir soudain envie de tuer Ronald Shusett de n'avoir pu laisser se réaliser la rencontre entre Cronenberg et Philip K. Dick. Et j'avoue que c'est frustrant. Mais l'œuvre de Cronenberg n'est pas sans rappeler régulièrement celle de l'auteur de science-fiction nommé plus tôt, et il lui fait particulièrement référence dans un film dont j'espère pouvoir parler un jour, Existence. Mais revenons au scénario, qui finit par attirer l'attention d'Arnold Schwarzenegger, qui est intéressé par le potentiel de l'histoire, relancera le projet. C'est l'époque où il enchaîne succès sur succès à Hollywood. Et quand une machine à cash comme lui est intéressée par un scénario, forcément on l'écoute. Et c'est lui-même qui, ayant beaucoup apprécié Robocop, ira chercher Verhoeven pour lui proposer de mettre en scène le film. On peut penser ce qu'on veut de lui, mais on peut dire que sur ce film, il s'est plutôt bien démerdé pour enrichir qualitativement sa filmographie en s'entourant de personnes talentueuses. Au final, le scénario aura beaucoup de réécriture avec pas mal de personnes qui passeront dessus, mais seuls Ronald Shusett, Dan O'Bannon et Gary Goldman seront crédités. Alors j'en vois déjà trépigner d'impatience, certainement en train de se dire « Et la nouvelle de Philip K. Dick ?» Alors oui, effectivement, ce film n'existerait pas sans la nouvelle de Philip K. Dick, écrite en 1966 et nommée « We can remember it for you wholesale », qui donne en français « Nous pouvons vous en souvenir pour vous, vente en gros ». Bon ouais, faut avouer en français c'est pas super glamour comme titre. D'ailleurs le titre sous lequel on trouve cette histoire en général en France c'est « Souvenir à vendre », un titre plus simple mais qui fonctionne bien. Mais je ne vais pas m'étaler pour l'instant sur l'un des auteurs de SF préférés de nombreuses personnes. Je vais en parler plus longtemps après, dans un passage de ma vidéo qui lui est plus longuement consacré. Car vous vous doutez bien qu'il mérite plus qu'être cité rapidement. Sinon, concernant les autres artistes ayant travaillé sur le film, citons également le compositeur talentueux Jerry Goldsmith, que je mentionnerai certainement dans d'autres vidéos, vu le nombre d'excellents films de science-fiction auxquels il a collaboré, et citons aussi Rob Bottin pour les effets spéciaux mécaniques et de maquillage, sans contexte un des meilleurs dans son domaine, déjà à l'œuvre sur les précédents films dont j'ai parlé, The Thing et Robocop.
Bon allez, avant de vous parler plus en détail de Philippe K. Dick, un résumé du film. Dans une grande étendue rocheuse baignée d'une atmosphère rouge, 2 personnes en scaphandre, un homme et une femme dont on devine une grande proximité, se dirigent vers un monticule. L'homme glisse et chute lourdement. Brisant son casque, il se retrouve privé d'oxygène et convulse. L'homme qui était sur le point de mourir se réveille en sursaut. Il s'agit de Douglas Quaid, habitant de la Terre en 2048, marié à la sublime Laurie. Il ne cesse de rêver de Mars, alors qu'il n'y a jamais mis les pieds. À travers les informations télévisées, on apprend que Mars est colonisé et qu'un groupe terroriste réclame l'indépendance. On y apprend également que des objets stellaires auraient été trouvés. Durant la journée, Quaid découvre la publicité de la société Recall, qui propose un service d'implantation de souvenirs factices. Malgré les réticences de Laurie, et le risque d'une lobotomie que lui a raconté son ami Harry, Quaid, assez entêté il faut le dire, finit par se rendre chez Recall. Là-bas, Quaid choisit de se faire implanter un séjour sur Mars, prenant comme option tout ce qui correspond à son rêve jusqu'à la femme qui va l'accompagner dans son aventure, et choisit le scénario agent secret, consistant à être poursuivi par des tueurs et à découvrir un secret concernant des artefacts extraterrestres. Quaid prend alors place dans un appareil high-tech et est endormi. Mais peu de temps après le début du processus, Quaid se retrouve complètement enragé, agressant les techniciens de Recall tout en criant qu'il est un agent infiltré et que sa couverture a été découverte. Croyant à une mauvaise réaction à l'implantation du souvenir, les techniciens de Recall doivent admettre l'évidence. C'est impossible, car l'implantation n'a pas encore commencé. Finalement, ils réussissent à le rendormir et Quaid est mis dans un robotaxi avant d'être renvoyé chez lui. Se réveillant plus tard, Quaid n'a aucun souvenir de ce qu'il s'est passé. Et rentrant chez lui, il croise Harry accompagné d'autres hommes qui lui reprochent d'être allé chez Recall. Une altercation s'ensuit durant laquelle Quaid tue tous ses adversaires. Il rentre chez lui et raconte tout à sa femme qui l'attaque à son tour. Réussissant à la maîtriser, elle lui révèle que Douglas Quaid n'existe pas et que ses souvenirs, dont leur mariage, ne sont que des implants, et que sa mission était de surveiller que sa mémoire ne ressurgisse pas. Comprenant que d'autres personnes arrivent pour l'arrêter, il s'enfuit. S'ensuit alors une course-poursuite dans la ville agrémentée de tueries de civils. On est dans un film de Verhoeven, pas d'inquiétude, c'est gore et le sang gicle à souhait. Contacté par quelqu'un l'ayant connu auparavant, il lui laisse une mallette contenant différents objets, ainsi qu'un message vidéo enregistré dans le passé par lui-même. Son lui du passé, oui surtout suivez bien, donc son lui du passé lui explique qu'en réalité il s'appelle Hauser, qu'il était un agent de Cohagen sur Mars, où il a fait d'importantes découvertes sur les mines martiennes, a participé à la résistance mais qu'ensuite sa mémoire a été remplacée. Hauser lui dit qu'il doit retourner sur Mars. Arrivé sur Mars, il sème la milice locale et les hommes de Cohagen, avant de se rendre dans le quartier chaud de la colonie martienne, très exposé aux radiations causées par l'exploitation de turbinium. Il y rencontre la femme de ses rêves, Melina, qui se révèle être une ancienne relation qui le croyait mort. Quaid lui explique alors son histoire mais ne convainc pas Melina. Bon, j'avoue, à sa place, j'aurais eu un doute aussi. Dans sa chambre d'hôtel l'attend le docteur Edgemar. Il lui explique que l'implantation de souvenirs s'est mal passée, et qu'il est actuellement bloqué dans un rêve, toujours assis dans les locaux de Recall, et qu'il a été implanté dans son rêve pour l'aider à en sortir, lui présentant une pilule qu'il doit avaler pour se réveiller. Tiens, ça me rappelle quelque chose. Mais menaçant le docteur, Quaid voit une goutte de sueur couler sur son front et en conclut qu'il est bien dans la réalité. Le tue, avant d'être capturé par des hommes de Cohagen, puis finalement sauvé par Melina. Oui, il se passe beaucoup de péripéties dans ce film, c'est difficile de s'y ennuyer, et encore là je résume. Melina explique à Quaid que Quato, le chef de la résistance, peut tirer de la mémoire de Quaid les infos cruciales sur les artefacts extraterrestres. Quato, qui se révèle être un mutant, lit l'esprit de Quaid et découvre la vérité sur les mines martiennes, avant que la milice ne prenne d'assaut la planque de la résistance, faisant prisonnier Quaid et Melina. On montre alors à Quaid une autre vidéo de son ancien lui, Hauser, lui expliquer que toute cette histoire de mémoire effacée n'avait pour but que d'infiltrer la résistance martienne afin de la détruire. Installé de nouveau sur une machine de type Recall afin de restaurer la mémoire d'Hauser, Quaid réussit à s'enfuir avec Melina et ils partent à la recherche de la machinerie martienne à l'intérieur des mines. Arrivés non sans quelques péripéties sur le site extraterrestre, ils sont rejoints par Cohagen qui leur explique que la machine extraterrestre est une machine à terraformer capable de rendre respirable l'atmosphère de Mars, ce qui le ruinerait puisqu'il est le fournisseur d'air de la planète. Alors que Cohagen menace de faire exploser la salle d'activation du mécanisme, Quaid s'empare des explosifs et cause une brèche qui aspire Cohagen à l'extérieur dans l'atmosphère martienne. Quaid réussit à activer la machine, avant que lui et Melina ne soient finalement projetés dehors à leur tour, sauvés in extremis par l'air respirable craché par la machine extraterrestre. Alors qu'une atmosphère se répand sur la planète Mars, désormais débarrassée de son oppresseur, Quaid embrasse Melina en se demandant si tout cela est un rêve ou la réalité. Bon, cette fin, il va falloir s'attarder un peu dessus. Mais pas tout de suite. Avant, il y a d'autres éléments à développer, et particulièrement un élément très important. L'auteur de la nouvelle qui est à l'origine du film, vous l'attendez certainement avec impatience, j'ai nommé le grand Philippe K. Dick. Alors Philippe K. Dick, c'est un gros morceau, et vous vous doutez bien que je ne vais pas traiter tout ce qui concerne cet auteur assez particulier en quelques minutes. Lui, il faudra un jour que je lui consacre une vidéo complète. Mais c'est un gros travail, et ce n'est pas pour tout de suite. Je vais plutôt parler globalement de ses thèmes principaux et de son influence dans la SF. Et puis ensuite on s'attardera sur la nouvelle ayant inspiré le film. C'est donc un auteur de science-fiction américain, né en 1928, décédé en 1982, qui a la particularité d'être l'auteur de science-fiction le plus adapté au cinéma, avec parmi les œuvres les plus connues, hormis le film auquel on s'intéresse ici, Blade Runner ou Minority Report. Il y a bien sûr des tas d'autres adaptations, fidèles ou très libres,
et pas qu'au cinéma, en série aussi. Et il y a beaucoup d'œuvres qui affichent ouvertement leur inspiration dickienne. Et non, je ne fais pas de jeu de mots avec son nom. Beaucoup considèrent aussi que son œuvre, si elle n'est pas du cyberpunk, en est à minima la prémisse. Et aussi, les amateurs de Philip K. Dick auront remarqué beaucoup de similitudes entre son œuvre et Matrix lors de la sortie de celui-ci. Alors pourquoi a-t-il autant inspiré, directement ou indirectement? De tout ce que j'ai pu lire ou entendre sur le sujet, j'en tire quelques éléments essentiels. Déjà, il y a souvent d'excellentes idées, d'excellents concepts dans les histoires de K. Dick. Et forcément, un scénariste qui tombe là-dessus, y voit tout l'intérêt. C'est d'ailleurs aussi pour cela que même si certaines adaptations sont faites à partir de romans, beaucoup sont basées sur des nouvelles. Car une nouvelle, ça permet de beaucoup broder autour de l'excellente idée de base contenue dedans, et nous le verrons d'ailleurs précisément après en comparant le film à la nouvelle, alors qu'un roman, souvent c'est l'inverse. Il faut retirer et ça peut rapidement dénaturer une œuvre. On peut aussi noter que c'est une œuvre très politique. K. Dick a un regard aiguisé sur la société, sur la place de l'humain, j'ai même envie de dire de l'humanité, dans les différentes expériences de société qui jalonnent son œuvre, empruntant des concepts plus ou moins complexes. Alors on pourra me dire que c'est courant en science-fiction, et je suis tout à fait d'accord. Mais voilà, Philip K. Dick a sa patte à lui qui met son œuvre un peu à part. À cela s'ajoutent des thèmes plus ou moins mystiques. Philip K. Dick avait en effet un rapport à la vie assez mystique qui ne cessera d'évoluer, et qui participera à sa constante interrogation sur ce qu'est le réel. On peut penser que sa consommation de drogue, plus ou moins intense selon les différentes périodes de sa vie, a joué un rôle là-dedans. Et il y a aussi de nombreuses suspicions de troubles psychiatriques. Mais après, il semble difficile de démêler la cause première entre la consommation de drogue et un trouble préexistant. Quoi qu'il en soit, il développa un rapport au réel ambigu mêlé à une paranoïa qui connut des passages intenses. Sans oublier que la religion avait une certaine place dans sa vie. On peut remarquer qu'il eut même des visions durant la dernière période de sa vie. En résumé, sa vie, c'est passion amoureuse, séparation, dépression, drogue, paranoïa, désintoxication, tentative de suicide, délire, etc., etc. Vous imaginez bien que quand tout cela se retrouve dans l'œuvre d'un écrivain de science-fiction à l'imagination prolifique, ça crée une œuvre assez riche et bien identifiée. A contrario, sa vie n'était pas forcément enviable. Mais donc, on peut comprendre que cette œuvre passionnante et complexe ait intéressé plus d'un scénariste. Des dystopies, des pouvoirs, des androïdes copies d'humains, des mondes virtuels, des mutants, de la folie, une uchronie, des histoires post-apo, des personnages atypiques, une réalité incertaine. Son œuvre est foisonnante et nous met face à des interrogations existentielles comme peu d'œuvres l'auront fait. La science-fiction de Philip K. Dick est passionnante, mais ce n'est pas vraiment celle qui donne envie de s'évader dans un autre monde. On est très loin d'une science-fiction d'aventure. C'est une science-fiction plutôt torturée qui peut mettre mal à l'aise à sa lecture. Alors dit comme ça, on pourrait penser que je fais de la contre-publicité à Philip K. Dick. Surtout, ne lisez pas son œuvre, elle est déprimante. Alors c'est vrai qu'après avoir lu certains livres de l'auteur, j'ai eu le moral plutôt bas. Mais en même temps, bon déjà ce n'est pas le cas de toutes ses œuvres, mais il y a tellement d'idées géniales dans ses histoires que cela compense largement. En tout cas de mon point de vue. Bon, après effectivement, si vous êtes déprimé, évitez peut-être certaines histoires. Mais bon, c'est à vous de voir, je vous laisse juge. Mais en toute sincérité, je ne peux que vous conseiller de lire du Philip K. Dick. Il y a bien sûr le célèbre Les androïdes reptiles de moutons électriques, qui est le livre qui a servi de base pour Blade Runner. Mais il y a quantité de bons livres. Dr Blue Money, Message de Frolic Suite, Le bal des schizos, Les maîtres du haut château, et j'en passe plein d'autres, tant sa bibliographie est riche. Et si vous voulez justement lire une œuvre pré-Matrix et pré-cyberpunk, lisez Ubik, certainement un de ses meilleurs récits et qui a posé les jalons pour beaucoup d'histoires de ce genre qui ont suivi. En complément, je ne saurais trop vous conseiller de lire ou d'écouter des interviews de Philip K. Dick. Vous verrez qu'il aborde tous les sujets que j'ai mentionnés, que tous ces thèmes font vraiment partie de sa vie, de ses interrogations de tous les jours, que ce ne sont pas que des idées lui ayant traversé l'esprit et simplement exploitées pour alimenter son œuvre. Bon, après avoir tenté de résumer rapidement tout ce qui fait l'intérêt de l'œuvre de Philip K. Dick, attardons-nous sur un de ces thèmes essentiels. Car de plus, c'est celui qui nous intéresse particulièrement ici, qu'est-ce que la réalité? C'est vraiment un thème central de son œuvre. Il écrira même ce qui suit à propos de ses romans. Dans mon écriture, je m'interroge sur l'univers. Je me demande à voix haute s'il est réel, et je me demande si nous le sommes tous. Voilà, je pense que l'importance de ce thème pour lui est ainsi très claire. Et cela va nous permettre de maintenant bien analyser comment les thèmes de Philip K. Dick et la patte Verhoeven se sont rencontrés pour faire un mariage plus qu'intéressant. Et pour aider à cela, attardons-nous sur la nouvelle qu'adapte le film. Alors pour toute la première partie de l'histoire, c'est très proche. Le type lambda sur Terre qui rêve constamment de Mars, la société qui implante des souvenirs chez laquelle il se rend, et là, la découverte de souvenirs antérieurs qui chamboulent le processus, et jusqu'à son retour chez lui. C'est pour ainsi dire la même histoire. Alors dans la nouvelle, son nom c'est Quell et non Qued comme dans le film, mais bon, ce n'est pas un changement important, les vrais changements vont arriver au fur et à mesure à partir de ce moment de l'histoire. Donc de retour chez lui, il se pose des questions, fouille dans ses affaires et découvre des exemplaires de la faune martienne. Il questionne alors sa femme, mais las de son obsession pour Mars, on peut la comprendre, elle le quitte. Dans la foulée, des policiers viennent l'interpeller, lui confirmant qu'il a été sur Mars en tant qu'agent d'Interplan et qu'un émetteur télépathique a été implanté dans sa tête. Alors bien sûr, tout en évoluant différemment, on garde des ressemblances avec le film. Il se rappelle alors de Mars et d'y avoir tué un homme. Craignant que sa mémoire ne revienne totalement, les policiers veulent l'abattre, mais il réussit à s'échapper. Alors qu'il erre dans la ville, une voix surgit de son implant télépathique et un échange s'engage, durant laquelle il demande à ce que de nouveaux souvenirs lui créant un passé idéalisé lui soient implantés. Interplan accepte si cela permet effectivement d'effacer tout ce qu'il a fait sur Mars et qui doit absolument rester secret, sinon il faudra l'éliminer. Acceptant le marché,
Il est examiné par des psychiatres qui découvrent son désir le plus profond. Il a 9 ans et rencontre des vaisseaux spatiaux avec des extraterrestres qui lui expliquent que ce sont des éclaireurs venus déterminer si l'invasion de la Terre doit avoir lieu. Face à la bonté de l'enfant, les extraterrestres décident que tant qu'il vivra, rien n'arrivera à la Terre. Ainsi, il n'a qu'à vivre une vie tranquille pour être le sauveur de l'humanité. Il est emmené chez Rickel afin que ses nouveaux souvenirs lui soient implantés, tandis que tout souvenir en rapport avec Mars est effacé. Mais les techniciens de Rickel découvrent que toute cette histoire de la rencontre de l'enfant avec des extraterrestres n'est pas un fantasme, mais un souvenir enfoui. Ainsi, d'une certaine manière, il est bien un héros, puisque c'est ce qu'il est et sa présence sur Terre qui empêche l'invasion extraterrestre. Alors, j'imagine que ce résumé peut laisser un arrière-goût d'inachevé. On a l'impression d'un super concept qui s'arrête assez tôt. Et j'avoue que c'est ce que j'ai ressenti la première fois que j'ai lu la nouvelle. Et en la relisant pour préparer la vidéo, j'ai toujours la même sensation. Mais il faut bien se rappeler que les nouvelles de SF ont souvent été construites autour du principe des histoires à chute, à retournement final. Le but a longtemps été de faire un récit court avec une fin qui faisait percevoir autrement toute l'histoire. C'est un principe qui peut paraître désuet maintenant, mais qui était quasiment un standard à une époque, avec des réussites diverses bien sûr. Et dans le cas de cette nouvelle, je pense qu'on peut dire que ce n'est pas une fin transcendante. La prémisse de départ, la personne qui découvre qu'il a des souvenirs cachés alors qu'il voulait justement s'en implanter, est beaucoup plus intéressante que la chute. Mais justement, la grande différence entre le film et la nouvelle, c'est que finalement le film continue la nouvelle. On le voit très bien. Les deux sont quasi identiques sur la mise en place. Et une fois celle-ci passée, le récit continue pour le film. On a vraiment l'impression que les scénaristes se sont dit « Mais cette histoire est superbe, pourquoi il s'est arrêté si tôt ?» De plus, avec ce qui est rajouté, il n'y a pas de trahison à l'esprit de Cadic, et même de son œuvre de manière générale. Le scénario final a énormément d'éléments, par les mutants pouvoirs psychiques, par l'aspect dystopique et politique, par les questionnements sur la réalité des événements, qui ont tout à fait leur place dans l'œuvre de Philip K. Dick. Et puis pour l'essentiel, les deux œuvres racontent la même chose. Le film ne trahit pas la nouvelle, il l'extrapole plutôt, comme par exemple l'histoire d'extraterrestres. Ainsi le lien entre les souvenirs de Quaid et les extraterrestres est bien présent. Ça a été beaucoup transformé, on est bien d'accord, mais c'est bien présent. On peut ainsi dire que si sur la forme il y a des changements indéniables, sur le fond il y a un respect, un hommage à l'œuvre de Philip K. Dick. Justement, en parlant d'hommage, j'ai une petite anecdote concernant cette nouvelle, car il existe partiellement une autre adaptation de celle-ci. Vous voyez de quoi je parle? Allez, je suis persuadé que derrière leur écran, certains sont en train de dire le nom de cet aventurier de l'espace. Je parle bien sûr de Cobra, personnage de manga créé par Buichi Terasawa, dont le début du récit se résume ainsi. Sur la Terre du futur, un homme lambda s'ennuie de sa vie monotone. Il décide d'aller à la maison des rêves afin de se faire assimiler la vie d'un aventurier de l'espace. S'ensuit alors des péripéties, et au moment où il est rattrapé par ses pires ennemis, il se rappelle être Cobra, l'aventurier de l'espace, ce qui correspond au souvenir qu'il avait choisi de se faire implanter, à moins que cela n'ait fait que provoquer le rejaillissement de ses propres souvenirs, s'étant fait modifier sa mémoire et son visage. Là on a clairement une différence notable avec la nouvelle, afin de se cacher pour échapper au clan des pirates de l'espace. Pour ceux qui veulent vérifier, le premier épisode de l'animé se trouve facilement sur YouTube sur la chaîne Manga, et pour tout dire c'est tout l'animé qui est officiellement en ligne. Alors profitez-en. Il n'est pas illogique que Cobra fasse ainsi référence à la nouvelle de Philip K. Dick. Cette œuvre est très référencée classique de la SF, que ce soit par ses histoires ou visuellement, c'est une œuvre qui en quelque sorte sait d'où elle vient. Alors personnellement pour moi il est clair que c'est un hommage à Philip K. Dick. Après ce qui me chagrine un peu c'est de voir le nombre de personnes sur le net pensant que le film Total Recall a copié Cobra. Mais bon, c'est un autre sujet. On va plutôt entrer dans le cœur du sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Et pour cela, je vais vous raconter quelque chose qui risque d'en étonner plus d'un. Savez-vous que l'on peut implanter de faux souvenirs? Je suppose que certains d'entre vous en ont déjà entendu parler. Mais il est clair que c'est possible. Il existe de nombreuses expériences et d'études scientifiques sur le sujet. Et pour montrer que je ne raconte pas n'importe quoi, et pour ceux qui veulent explorer un peu plus le sujet, je vous mets quelques liens dans la description. Je vais expliquer cela rapidement. Et par suggestion, influence, on peut persuader quelqu'un que ce qui n'est à l'origine qu'un récit est bien un de ses souvenirs. Alors je ne dis pas que c'est avec la précision et l'efficacité de la société Recall, mais bon, avec les avancées technologiques, ça ne semble pas du tout impossible dans l'avenir. Aurions-nous intérêt à le faire? Ne risque-t-on pas de perdre complètement pied avec la réalité? Si nous nous amusons à faire cela, c'est bien ce dont parle entre autres l'œuvre qui nous intéresse aujourd'hui. Effectivement, le film de Verhoeven, en s'emparant donc de cette histoire de souvenirs manipulés, puisque non seulement on implante de faux souvenirs, mais on en altère d'autres, et qu'apparemment on peut en réimplanter, se questionne sur la capacité que l'on a à objectiver la réalité. Alors déjà, bien sûr, cela pose la question de l'importance des souvenirs. J'en avais déjà parlé avec Robocop, car les souvenirs sont une part essentielle de ce que nous sommes, et c'est un thème que l'on retrouve d'ailleurs dans nombre d'œuvres de science-fiction, dont l'œuvre de Philip K. Dick, bien sûr, au-delà de cette histoire. Notre mémoire est un point d'ancrage à la réalité. Nous sommes persuadés que notre compagne existe parce que l'histoire que l'on a vécue avec elle est dans notre mémoire, et par toutes les impulsions sensorielles que nous recevons dans les instants que nous vivons avec elle. Mais nous pourrions aussi bien être enfermés dans une coquille reliée à une machine reproduisant tout cela, comment savoir la différence? Et ainsi, tel Neo dans Matrix, comment être certain que Doug Quaid n'est pas simplement endormi chez Recall, en train d'ingérer les souvenirs fictifs introduits par leur technologie? Dans la nouvelle, cette dualité n'existe pas.
Il n'y a aucun passage qui mette en doute ce qui se passe réellement. Rien n'empêche de le penser, mais c'est plus par extrapolation que par des éléments clairement fournis par la nouvelle. Par contre, le film explore clairement ce thème, et de ce fait est finalement plus dickien que le récit de base, induisant volontairement le doute, puisque la dernière phrase que Quaid dit dans le film est « Et si ce n'était vraiment qu'un rêve ?» Alors je sais que pour certains la question ne se pose pas. Puisque l'on a d'autres points de vue que celui du personnage principal, c'est que c'est la réalité. Et en soi, on a tout à fait le droit de voir le film ainsi. Mais on ne peut pas généraliser ce point de vue. D'abord parce qu'il est très facile de trouver ce que dit Paul Verhoeven à ce propos, et qu'il est très clair là-dessus, pour lui les deux versions sont possibles. Il a pensé le film pour que l'une des versions ne soit pas plus valable que l'autre. Après, libre à chacun de préférer une version à l'autre, ou d'apprécier de rester dans le doute. Mais je trouve intéressant de s'arrêter un peu sur cela. Déjà, si tout ce que vit Doug Quaid est réel, il est quand même étonnant que la femme qui est proposée pour être dans son rêve soit exactement celle qu'il va rencontrer ensuite. Mais après, il est aussi étonnant que ce soit celle de son rêve de départ. Bon, après un rêve, ce n'est pas aussi précis normalement, donc on peut toujours se dire que c'est une interprétation. Pour le reste, on voit bien que tout ce qui se passe correspond exactement à ce qui avait été annoncé par Recall. Était-ce vraiment possible que sa vraie histoire corresponde à ce point? Au minimum, il y a de quoi s'interroger. Et la fameuse scène avec le docteur, où Doug déduit que la goutte de sueur du docteur prouve qu'en réalité il a peur de mourir. Mais en quoi toute cette scène ne pourrait pas faire partir de l'aventure telle qu'elle est implantée dans sa mémoire? On pourrait me dire, le scénario ne prévoyait pas qu'il allait être un agent caché. Bah, en même temps, c'est le scénario agent secret. Et finalement, ce serait un super scénar d'écrire une histoire d'agent secret qui commence à partir de sa présence chez Recall. Plus on y réfléchit, et plus effectivement on se rend compte que ce n'est pas si simple que ça. De plus, il y a quelque chose d'étonnant si on prend le film au premier degré. Considérons qu'il n'y a aucun doute. Quaid est un ancien agent de Cohagen qui a accepté de manipuler sa mémoire pour éliminer la résistance martienne, mais cette manipulation de sa mémoire s'est finalement retournée contre Cohagen en créant une nouvelle personnalité, et au final c'est l'happy end. Le méchant est tué, et le héros embarque la jolie fille à la fin. Il n'y a pas quelque chose qui vous dérange? Et dites, on est dans un film de Paul Verhoeven? Vous avez déjà vu un film de Verhoeven premier degré, où tout finit bien et où le héros embarque la jolie poupée? Alors on pourrait dire que le film présente quand même une dystopie, que le capitalisme à outrance est à nouveau molesté avec un dirigeant allant même jusqu'à avoir le monopole de l'air qu'on respire, et qu'il y a une lutte des classes, et il est certain que ces thèmes sont en résonance avec ceux habituels de Paul Verhoeven. Et ça permet aussi de le lier avec ses deux autres grands films de SF, Robocop et Starship Troopers, mais bon, il manque quand même quelque chose pour un film de Paul Verhoeven si on enlève tout doute sur la réalité des événements. J'en ai déjà parlé dans ma vidéo sur Robocop, mais Paul Verhoeven n'est pas un réalisateur qui fait simplement ses films au premier degré. C'est un cinéaste qui a une grande conscience de son médium. Il suffit de lire et d'écouter des interviews de sa personne pour s'en convaincre. Il sait très bien que le cinéma est un médium d'illusion dont on joue pour manipuler le spectateur. Manipulation consentante, bien sûr. Je dirais même que c'est un plaisir d'être ainsi manipulé par Paul Verhoeven. Il sublimera d'ailleurs cela ensuite avec Basic Instinct, où de nouveau il jouera à instiller le doute chez le spectateur. À nouveau de manière totalement volontaire, ses déclarations sont très claires sur le sujet. Alors peut-être qu'il a réussi quelque chose avec Basic Instinct qu'il n'a pas totalement réussi avec Total Recall. Effectivement, à la sortie de Basic Instinct, la question était sur toutes les lèvres des spectateurs de se demander si Catherine Tramell était la meurtrière, et chacun avait sa théorie là-dessus. Avec Total Recall, je n'ai jamais constaté le même effet. Quand je vois les retours sur le film, c'est plutôt oui, il y a un doute, et c'est intéressant de jouer sur ce doute, mais je pense que c'est bien ce qui arrive à Doug Quaid. Alors je ne pense pas qu'il y ait une réponse objective à la question de savoir si c'est bien la réalité ou pas. En étant très premier degré, je pourrais dire que de toute manière c'est un film, donc ce n'est pas la réalité. Mais bon, je suis taquin. Personnellement, je pense qu'effectivement, tel que Paul Verhoeven l'a voulu, on peut voir le film de plusieurs manières, et que chaque point de vue est aussi valable l'un que l'autre. Mais, d'une certaine manière, est-ce que le film n'est pas une expérience sur notre rapport à la réalité? Chaque film, chaque fiction finalement l'est. Nous avons vécu ces événements qui constituent ces récits, que ce soit par le biais de romans, BD, films, jeux vidéo, et pourtant, ils nous ont imprégnés et sont dans notre mémoire. Nous avons conscience, parce que nous avons le souvenir de la manière dont nous les avons connus, mais il ne faudrait pas grand-chose pour les confondre avec des événements réels de notre vie. En nous emmenant dans son film, de la même manière que Kadik le fit si souvent dans ses récits, Paul Verhoeven et ses scénaristes s'amusent avec nous, jouent avec une pseudo-réalité, car quoi qu'il arrive, aussi réaliste soit-elle, une fiction n'est jamais la réalité. Ceci afin de nous rappeler que la réalité n'a rien d'objectif dans la manière dont nous la percevons. Et finalement, cela ne nous amène-t-il pas à nous interroger sur notre rapport à la réalité? De la même manière que nous allons préférer telle version du film, pour des raisons qui nous sont propres. N'est-ce pas ainsi avec tout ce qui fait notre vie? Pourquoi a-t-on telle vision de la vie? Pourquoi est-on plutôt un optimiste ou un mélancolique? Pourquoi face à deux personnes ayant des idées opposées du monde, nous préférons ce que dit l'un par rapport à l'autre? En quoi tout cela est objectif? En quoi avons-nous une perception si certaine de la réalité du monde qui nous entoure que nous sommes certains de nos décisions, de nos affirmations? Ne sommes-nous pas finalement comme Doug Quaid, à préférer ce qui nous arrange de croire, plutôt que de tenter de vérifier objectivement ce qu'est la réalité? Peut-être est-ce aussi pour cela que la fin où Quaid est bien le héros est majoritairement préféré. Une autre version amène à remettre trop de choses en question, ainsi la version la plus confortable et majoritaire, même si bien sûr ce n'est pas la seule. Mais justement, pourquoi préférez-vous la version où tout est vrai, entre guillemets, ou plutôt la version où toute cette aventure est une simulation? Ou même pourquoi acceptez-vous d'être dans le doute face à ce qui arrive réellement à Doug Quaid? Je suis vraiment intéressé d'avoir vos retours à ce sujet. Quelle version vous préférez et surtout, avez-vous conscience de pourquoi vous préférez cette version? Pour conclure, j'ai tendance à penser qu'en se permettant de continuer la nouvelle de Philippe Kadik, les auteurs du film ont été à la fois infidèles sur la forme mais très fidèles sur le fond à ce grand auteur de science-fiction. Et ainsi, Paul Verhoeven, en s'appuyant donc sur un auteur qui n'a cessé de s'interroger sur ce qu'est la réalité, nous offre une œuvre qui, jouant sur ces interrogations, nous amène à nous
questionner non seulement sur notre rapport à la réalité, sur l'objectivité que nous possédons vraiment ou pas pour juger de cette réalité, mais aussi à travers la manière dont nous percevons l'aventure de Quaid, nous amène à nous interroger sur la place que nous accordons à nos rêves, nos fantasmes même, plutôt qu'à la réalité. Car finalement, comme Doug Quaid à la fin du film, même si nous nous interrogeons sur le sens de notre vie, ne préférons-nous pas croire en l'illusion qui nous convient le mieux, plutôt que d'affronter une réalité possiblement décevante ou déprimante? Et puis, question primordiale. Après tout, vous qui m'écoutez, comment savoir que vous n'êtes pas relié à une machine? Objectivement, comment pouvez-vous me le prouver? Ça ne vous triture pas un peu l'esprit de réfléchir à cela? Bon allez, il est temps de se quitter, et de quitter le monde virtuel d'Internet. Ce fut un plaisir de vous parler de ce film très efficace, qui, sous des aspects divertissants, se révèle être porteur de réflexions loin d'être innocentes. Je ne sais pas pour vous, mais moi, c'est ce que j'aime dans la science-fiction. Et surtout commentez, likez, abonnez-vous!